Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, comme vous l'avez vu au titre, on va rapidement parler de mes dernières lectures. Alors, le mois de novembre et de décembre ont été assez pauvres en termes de lecture en ce qui me concerne. Au-delà de la charge de travail que j'ai eue avec les vidéos calendrier et du fait que j'ai été malade tout le mois de décembre, j'avoue que la lecture n'a pas trop été ma priorité. Cependant, j'ai quand même lu 5 livres, dont un qui fait plus de 500 pages, qui est un des Harry Potter. Donc bon, je me dis que j'ai pas non plus pas lu, mais j'ai pas lu autant que j'aurais aimé. Je sais pas si ça fait sens. Donc, dans la liste des livres que j'ai lu, il y a Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de Feu, et ensuite 2 livres de Noël qui sont T'embrasser sous la neige et Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi. Donc écoutez, c'est parti. Encore une fois, il ne s'agit que de mon avis. Si vous ne le partagez pas, il n'y a aucun problème. Mais voilà ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer par Harry Potter et la Chambre des Secrets. Si vous ne le savez pas, je n'ai jamais lu les Harry Potter. J'ai vu les films une bonne quinzaine de fois, mais je n'ai jamais lu les livres. Et l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'ai l'abonnement Kindle et qu'ils sont disponibles sur cette plateforme en illimité. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Donc j'ai déjà fait une revue sur le 1. Maintenant passons au 2. Donc petit rappel, c'est la 2e année scolaire de Harry Potter. Et déjà ça commence mal puisque un elfe de maison se présente chez lui en lui disant qu'il ne faut pas qu'il retourne à Poudlard. Quand il essaye de passer la voie 9 3/4, c'est bloqué. Lui et Ron empruntent la voiture volante de son père pour aller à Poudlard. Ils se font engueuler dès le premier jour et ensuite la chambre des secrets est ouverte. Et les gens pensent que c'est l'héritier de Serpentard. Et bon, forcément il y a un plot twist comme dans tous les Harry Potter. Déjà, ça se confirme et dans le 3 et le 4 également, je trouve que les films ont complètement gâché le personnage de Ron parce que sincèrement, je l'aimais bien dans les films, mais voilà, c'est pas non plus mon personnage préféré, mais je trouve qu'ils ont loupé toute sa personnalité et en ont fait un petit clown, un petit comique, celui qui se blesse tout le temps, qui a peur de tout, alors que dans les livres, il est à mourir de rire et il est intelligent, vraiment. Donc déjà, je trouve ça tellement dommage qu'ils aient loupé ce personnage à ce point-là. En ce qui concerne le 2, il était sympa à lire. Encore une fois, mon avis est biaisé parce que je connais tous les rebondissements. Cependant, j'admets que le 2 fait pas partie de mes films préférés. Et en lisant le livre, je pensais que ça changerait ça. Pas vraiment. Il est assez fidèle au livre, sauf que je préfère la scène de combat dans le film que le livre. J'ai trouvé dans ce livre qu'en fait tout tombait un peu trop tout cuit dans les mains de Harry pour qu'il s'en sorte. Voilà. Dans le film, on voit qu'il se débat un peu, il y a la course poursuite avec le basilic, ça rajoute un peu d'action. On voit le personnage
commence mal puisqu'il s'enfuit de chez son oncle et sa tante et se retrouve à la rue. Et il est ramassé par le bus des sorciers, voilà. Il est emmené au Chanderon baveur où on lui dit bon écoute t'as fait enfler ta tante mais c'est pas grave, on l'a dégonflé, t'inquiète, on passe ça sous silence. Il apprend que Sirius Black, un sorcier qui a mal tourné, s'est enfui, que probablement il est après lui. Il arrive plein de choses un peu étranges à Harry durant cette année-là, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec Sirius Black. Voilà. Alors, pareil, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de différences entre le livre et le film. Du moins pas des différences où je me dis ça n'a rien à voir. J'ai bien aimé lorsque Ron et Harry font leur devoir de divination et qu'ils doivent prévoir ce qui va leur arriver. En fait, bon, je l'ai tout de suite vu parce qu'encore une fois je connais la fin, mais on se rend compte qu'ils ont prévu absolument tout ce qui allait leur arriver dans ce livre-là. Et c'était fort drôle, honnêtement. C'est un de mes films préférés parce que j'adore les maraudeurs, voilà. Comment dire, on en apprend un tout petit peu plus dans ce film que dans le livre. Non, on en apprend un petit peu plus dans le livre. À ce que j'ai compris, c'est plutôt dans l'Ordre du Phénix qu'on va vraiment apprendre beaucoup plus de choses sur eux, enfin, de ce que m'a dit mon cousin. J'ai bien aimé les quelques détails qui ont été enlevés, pas des détails foncièrement très... comment dire, très important, si je peux dire. Et encore une fois, je trouve que c'est resté relativement fidèle. Le film est resté relativement fidèle au livre. Par contre, encore une fois, je ne leur pardonnerai pas pour Ron. Je peux pas, en fait, je peux pas. À chaque fois que je lis ce livre, enfin les livres Harry Potter, et que je vois la répartie de Ron, etc., je suis là. Mais pourquoi ils en ont fait un clown dans les films, quoi. Enfin bref. Donc pas grand chose à dire, ça reste toujours mon film préféré parce que c'est vraiment, je pense, à ce moment-là, pour moi c'est comme ça que je le ressens, que les choses deviennent vraiment très sombres autour d'Harry. Même si bon, il a quand même vécu les 2 années précédentes assez particulières, mais on voit vraiment un changement finalement, à mon humble avis, entre les préados, enfants préados, aux adolescents, que ce soit dans leur mentalité. Ils s'intéressent aux filles un peu, comment dire, ils sont face à des grands, parce que Sirius et Lupin sont grands. J'aime bien parce qu'on en apprend un peu plus sur pourquoi Rogue n'aime pas Harry et pourquoi il n'aime pas Sirius, Lupin, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un bon livre. Maintenant passons au 4. Alors le 4, il m'a fallu un mois pour le lire, et tout simplement parce que j'ai lu les 4 premiers chapitres et après je n'ai pas pu continuer le livre parce que il m'ennuyait à mourir. Et je sais que là tous les fans d'Harry Potter vont m'attraper les côtes parce que, et je cite un fan d'Harry Potter, mon cousin, apparemment ils ont bousillé, au moment du film ils ont bousillé le livre et les fans étaient vraiment déçus qu'il n'y ait pas plus d'images de la Coupe du Monde de Quidditch. Sauf que moi j'ai trouvé ça d'un barbant. J'aime pas tout ce qui est longue explication. Quand j'ai clôturé le livre, enfin le 4 déjà c'est pas mon film préféré, mais alors le 4, le livre, c'est pas mon livre préféré non plus. Enfin, les points positifs, effectivement oui, on en sait plus sur la Coupe du Monde de Quidditch, en effet. Ce que j'aime, c'est qu'il y a l'intervention de Sirius qui est quasiment absent finalement des films, on le voit dans la cheminée, c'est tout. Alors que là, Ron, Hermione et Harry vont le voir après au lard. Enfin, on connaît sa condition, genre il vit dans la rue, il est mal nourri, il communique beaucoup entre eux, etc. Donc je dis mais pourquoi dans le 4 on n'a pas eu Sirius plus présent, quoi, parce que malgré tout c'est lui qui a servi de confident à Harry quand il était en dispute un peu avec Ron, quand il avait des doutes, son stress du tournoi pas des 4 sorciers du coup. Et il est complètement absent dans les films et ça j'avoue que je
vraiment c'est dans ce livre-là que je me suis rendu compte, et alors là pareil je vais me faire des ennemis, que en fait la famille Weasley est pas si pauvre que ça en fait. Ils sont peut-être pauvres pour des sorciers pur sang, je l'accorde, mais ils sont pas si pauvres que ça. C'est une famille lambda, je dirais. Et j'ai vraiment eu l'impression dans le film que c'était ultra accentué le fait qu'ils étaient pauvres, que limite ils mangeaient des patates à tous les repas. Mais en fait, quand on regarde la réalité, c'est pas ça. Dans le film, ils montent tout en haut du stadium. Il y a même la réflexion de on va monter encore combien de marches. Et je sais plus si c'est un Fred, George ou Monsieur Weasley qui dit disons-le, s'il commence à pleuvoir, tu seras le premier à savoir. Dans le livre 4, ils sont dans une loge, quoi. Et puis ils sont pas tout seuls, genre il y a plusieurs personnes dans ces loges, il y a quasiment toute la famille Weasley qui est là-bas. Donc, à quel moment vous êtes pauvre? Il les a peut-être pas payé les places, il a peut-être eu par le ministère, etc., des relations amis, collègues, mais ils sont à la Coupe du Monde de Quidditch en loge. Donc, voilà. Ah aussi, j'ai oublié de le dire, dans le 2, Monsieur Weasley éclate sa race à Monsieur Malfoy. Et j'en veux au producteur du film de ne pas avoir mis cette scène, parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit où est cette scène? Où est cette scène? Enfin bon. Donc, reprenons. Le 4, il y a plein d'intrigues en fait. Je peux comprendre pourquoi les fans du livre ont été déçus du film, parce qu'il y a plein d'intrigues qui n'y sont pas. Tiens, il y a Winky qui est l'elfe de maison de Barty Croughton. Elle a une certaine importance dans l'histoire, voilà. Il y a le réel plot twist avec Barty Croughton et son fils. Donc on sait pourquoi en fait, dans toute l'histoire finalement, quoi, autour de cette famille qu'on ne sait pas dans le livre. Il y a aussi la bataille en quelque sorte de Hermione pour les elfes de maison, quand elle apprend qu'il y a des elfes de maison qui travaillent comme ça. Ah, c'est peut-être dans le 3, je sais plus si c'était dans le 3 ou dans le 4, j'avoue j'ai un gros trou de mémoire, mais il y a une bataille des elfes de maison, genre elle veut les libérer, etc. Non, c'est dans le 4, c'est dans le 4. Parce qu'elle trouve ça inadmissible qu'ils travaillent, qu'ils soient peu payés. Et c'est là où on lui dit mais à ton avis qui fait ta chambre, qui c'est qui prépare tout ça à manger, enfin voilà quoi. Quoi d'autre, on en sait un petit peu plus sur Folleuil. Il y a toute l'intrigue avec Rita Skeepers, parce que c'est vrai que dans le... comment on appelle ça? Dans le film, on voit qu'elle est opportuniste, mais on la voit très peu Rita Skeepers. Sauf que durant toute la durée du livre, elle a des informations, elle transcrit des conversations qu'elle ne peut pas savoir. Et c'est Hermione un peu qui, comment dire, qui finit par découvrir en fait le plot twist derrière Rita Skeepers. Après, comment dire, encore une fois, je pense que dans les films, ils ont voulu faire vraiment du fantastique, parce que j'ai préféré les épreuves comme elles étaient filmées comme elles étaient montrées dans le film que dans le livre. J'ai trouvé encore une fois que c'était trop simple pour Harry. Mais vraiment, alors, après j'avoue que j'ai pas découvert les livres en étant enfant. Je les découvre en tant qu'adulte. Mais je trouve que dans les livres, genre, tout est trop simple pour Harry, en fait. Tout lui tombe trop tout cru dans les mains. Il y a toujours une explication. En fait, il a réussi à faire ça. Ah oui, mais parce que ça. Il a réussi à faire ça. Ah oui, mais parce que ça. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une inégalité dans les films et dans les livres vis-à-vis de Hermione et Ron. C'est que il n'y a rien qui leur tombe tout cru. Hermione passe sa vie à bûcher pour avoir les réponses. Ron, malgré tout, est intelligent, et je pense que son intelligence, elle est vraiment mise un peu sous le tapis pour pas qu'il fasse de l'ombre à Harry et que ça devienne le personnage préféré. Mais faut pas oublier qu'il a des grands frères qui sont à la Poudlard avant lui. Il les a écoutés, étudiés. Enfin, c'est normal qu'il ait une forme d'intelligence, et que vraiment sans étudier, il ait la réponse à un truc parce que il a entendu ses frères et sœurs en parler. Il y a aussi toute l'intrigue sur l'argent des gobelins. Non, oui, peut-être. Je me souviens plus comment on appelle ça. Avec George et Fred, qui sont d'ailleurs mes personnages préférés.
Surtout que ce sont pas des intrigues qui vont se poursuivre en fait. Et ça je trouve ça dommage, qu'il y ait des intrigues secondaires qui se poursuivent en fait. Oui, quand Voldemort revient à la vie, etc. à la fin du livre, bah ça, le passage est ultra long, franchement c'est super long, parce qu'il fait des grands discours et tout, mais la finalité c'est que bah, il va être présent dans les autres livres, il est de retour, donc on sait que là, le reste des livres, il va avoir une importance. La guéguerre de Hermione pour les elfes de maison, alors oui je comprends pourquoi en tant qu'humaine, elle trouve ce concept bizarre et elle veut qu'ils aient des droits, mais franchement c'était des pages ennuyante à lire par moment. Elle était saoulante au bout d'un moment, sérieusement. Pour finalement, à moins que je me trompe, mais je pense pas qu'on en entendra parler dans les prochains livres. L'intrigue Rita Skeepers pour moi était, ouais, voilà. La présence de Sirius était selon moi ultra importante et elle a été loupée dans les films. Mais après honnêtement, c'est pas mon film préféré et c'est pas mon livre préféré non plus. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis à 4, sauf erreur de ma part, il me manque l'Ordre du Phénix, le Prince sans mêlé, les Reliques de la Mort. C'est ça. C'est ça. Voilà, il y a 8 films et 7 livres. Donc voilà, je continue ma lancée, j'ai voulu faire une pause parce que franchement j'en avais marre des sorcières. Et je m'en suis passée au livre de Noël que là j'ai en version papier. Et ça va me permettre de pouvoir vous donner mon avis sur une série, puisque en fait, alors là je vais trigger tout le monde parce que j'en ai 2 en brochet et en version poche. Il s'agit d'une série de Emily Plaine. Donc T'embrasser sous la neige, Rendez-vous chez les des cœurs oubliés et Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi. On suit en fait dans cette série un groupe de rock, donc il y a 3 membres, il y a Evan, Nicolas et Maxime. Il y avait Michael, le frère de Evan, conduit dans le premier, mais ce dernier est décédé avec sa femme. Et dans le premier, on suit donc Evan et Juliette. Evan qui essaye de retrouver goût en quelque sorte à la vie après la disparition de son frère, sachant que son frère avait une petite fille, Gloria, dont il a la garde à présent. Et c'est aux abords de Noël, ça fait plusieurs mois maintenant que l'accident est passé. Et la maison de disques du groupe dit écoutez, il faut que vous remontiez en scène en quelque sorte. On a un événement de charité, on aimerait que vous fassiez un concert. On vous met en relation avec l'agence qui s'occupe de ça. Et en fait, il s'agit de Juliette, sauf que Juliette était censée partir en vacances avec son petit ami et elle était persuadée de se fiancer durant ces vacances-là. Sauf que quand elle va chercher son petit ami à l'aéroport, il n'a pas de valise avec lui. Mais en fait, il a juste fait l'aller-retour depuis Amsterdam pour lui dire je te quitte. Ses amis essaient de lui remonter le moral. Ils sont dans leur bar habituel. Et pour Noël, le propriétaire du bar lance des petits jeux, etc. Et il décide d'inscrire Juliette à un concours de baiser, même si elle a personne. Et elle envoie en fait un SMS à un numéro inconnu en disant cherche partenaire pour concours de baiser. Et il s'avère qu'elle envoie le message à Evan, qui lors de leur premier entretien pour voir les détails du concert va comprendre qu'en fait sa mystérieuse inconnue c'est Juliette. Il a eu un coup de cœur pour elle, mais elle reste vraiment assez professionnelle avec lui. Donc il va tout simplement garder ce secret et continuer à lui parler en tant qu'inconnu sur son numéro perso pour essayer un peu de déceler des secrets pour qu'elle puisse s'ouvrir, se confier, qu'elle soit moins froide. Et il va en même temps essayer de briser la glace de son côté un peu professionnel
rassure, il n'y a pas d'embrouille à cause de ça. C'est genre, l'univers nous a réunis, c'est quand même assez fort, c'est quand même assez fort quoi, cette histoire. Là où le conflit va se faire, c'est que Evan est fou amoureux d'elle, c'est une rockstar, voilà, et bah, il va devoir partir en tournée et lui dit bah plaque ton boulot et suis-moi quoi. Sauf qu'elle lui dit bah non, j'ai pas envie de plaquer mon boulot, je suis douée dans ce que je fais, je veux rester ici. Lui il comprend pas, elle est fâchée, enfin bref, voilà. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, je crois vous en avoir parlé, mais je suis plus sûre à 100%. J'ai commencé par celui-là en fait, puisqu'il s'agit d'une série interconnectée, sauf que c'est écrit nulle part. Donc déjà ça, je trouve ça pas cool, mais bref. Donc j'ai commencé avec celui-là. On suit Nicolas et Louise. Tout le groupe est en vacances en Savoie. Louise a une boutique de chocolat là-bas. Et en fait, elle est fan du groupe, elle les connaît, donc elle reconnaît Nicolas tout de suite. Et elle va lui demander un service, elle dit fais-toi passer pour mon petit ami pour que je rende mon ex jaloux. Bon, on connaît tous comment ça termine ce genre de truc. Il tombe amoureux, sauf qu'il y a conflit, voilà. Vont-ils se remettre ou pas ensemble? J'avais commencé avec celui-là et j'étais tombée amoureuse. J'avais vraiment adoré, c'est lui qui m'a donné envie d'acheter les autres tomes de la série. C'était vraiment une super lecture, honnêtement. Et le dernier, veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? C'est le dernier membre du groupe, c'est Maxime et Mathilde. Alors ça fait 6 ans qu'ils sont dans une relation oui, non, qu'ils ont des moments intimes ensemble sans que Maxime ne s'engage. Et au moment de ce livre-là, Mathilde accepte de signer un contrat avec un autre groupe et de les suivre en tournée. Quand ce livre commençait 2 ans après, et ils ne se sont pas parlé depuis 2 ans. Sauf que bah, elle est amie avec le reste du groupe quoi, donc ils sont voués à se revoir. Et Maxime réalise qu'il est amoureux d'elle et va tout faire pour lui montrer qu'il a changé, qu'il a plus peur de l'engagement et de l'abandon et que cette fois c'est la bonne quoi. Donc elle dit ok on verra. Bon, elle arrive à le convaincre. Sauf que alors qu'elle est en tournée avec eux en tant que photographe, on lui propose à la fin de cette tournée-là un contrat pour un autre groupe qu'elle va devoir suivre pendant un mois en Amérique du Sud. Et ça va probablement s'étendre à quelques mois en plus pour l'Amérique du Nord. À savoir qu'elle veut être photographe, c'est vraiment son métier. Elle veut se faire une réputation dans ce domaine. Sauf que tout allait bien dans leur relation et elle lui annonce ça. Et forcément il pète un câble, tu m'abandonnes, on vient tout juste de se retrouver, tu pars, pourquoi est-ce que tu restes pas notre photographe attitré, et elle lui dit mais vous faites pas non plus des concerts tous les mois, je fais quoi quand vous n'êtes pas en concert, que vous êtes en studio pour enregistrer un livre, je reste là à rien faire, enfin non c'est mon boulot d'être photographe quoi. Et il y a conflit, ils se remettront-ils ensemble ou pas, voilà. Alors, si je devais donner une note à la série au complet, ce que je préfère faire que individuellement, je lui donnerais 3,5/5. Pourquoi? Déjà, il y a quelques incohérences. Je ne sais pas si l'auteur avait prévu de faire une série ou avait juste écrit le premier livre et vu l'engouement, elle a écrit les histoires des autres personnages ensuite, mais il y a des incohérences, que ce soit en termes de temporalité, même dans le récit, elle a les mains dans ma nuque et 2 lignes plus tard, ses mains toujours posées sur mes cuisses font des cercles avec son pouce. Bah non, si elle a les avant, elle a pas 4 mains quoi. Également, il y a un gros flou en termes de l'âge de la fille de Michael, donc le membre du groupe qui est décédé, dont Evan récupère. Il y a un gros flou parce que au vu de la temporalité, c'est pas bon. À un moment, on dit que ce couple est fiancé depuis quelques mois et ensuite, dans le dialogue, oh mais tu les connais, ils sont fiancés depuis longtemps, des fiançailles, ça peut durer plusieurs années, etc. Il y a des trucs comme ça que je comprends pas, qui ont dû passer à la trappe, je pense. Je sais pas si c'est à l'auteur que ça passe à la trappe ou peut-être au moment de la correction, les correcteurs, j'en sais rien. Également, et ça c'est un truc que je ne comprends pas, c'est que vous ne savez jamais quel personnage parle parce que c'est des dualités de point de vue.
il n'y a pas marqué le nom de qui parle en début de chapitre. Donc au bout de quelques lignes, vous savez plus ou moins. Mais je trouve ça dommage parce que ça coûte rien de mettre le prénom de la personne qui parle, le point de vue de la personne du chapitre. J'ai vraiment adoré celui-là. Celui-là, je lui ai donné, je crois, 4,5 sur 5. Vraiment, il était super chouette. J'adore comment dire, je vais y arriver. La chimie entre les personnages. Par contre, pour les autres, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Dans le premier, on est vraiment sur un coup de foudre, genre limite au bout de la première seconde. Et le problème, c'est que c'est possible, hein. Je crois au coup de foudre, y a pas de souci. Par contre, quand on connaît le passif des personnages et l'état d'esprit dans lequel ils sont quand on commence l'histoire et quand ils se rencontrent, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Parce que c'est des histoires qui se passent genre sur une semaine, peut-être deux. Et c'est déjà... Enfin, on parle ici d'un mec qui vient de récupérer la garde de sa nièce, qui doit réadapter son quotidien entièrement pour s'occuper d'un bébé qui pleure encore son frère et la femme de son frère, qui doit gérer la remise en route du groupe parce que malgré tout ils veulent pas laisser tomber le groupe même s'il manque un des membres, qui ils doivent se remettre sur scène pour la première fois tous ensemble au moment d'un gala de charité. C'est pas logique, c'est pas logique. Alors vous allez me dire c'est un livre, ça va pas être logique. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est un livre, ça va pas être logique, on peut écrire n'importe quoi. Mais c'est là où je trouve que du coup c'est pas crédible leur alchimie, vraiment pas. Et dans le deuxième, donc comme j'ai dit, c'est parfait selon moi, c'était presque un sans faute quoi. Et dans celui-là, donc elle est fâchée contre lui, il lui a pas donné de nouvelles depuis 2 ans, ils se revoient, les sentiments sont toujours là entre les deux. Et vraiment pendant tout le début du livre c'est non, on va être amis pour que la tournée se passe bien, mais voilà, je lui pardonnerai pas, il m'a fait trop mal, ça fait 6 ans que je l'aime, j'ai été la seule empathe pour cette relation, il s'engageait jamais, à chaque fois qu'il faisait une connerie, il revenait avec des yeux tout mignons, la bouche en forme de cœur, et je lui pardonnais parce que voilà, j'étais trop faible, 2 ans ça m'a fait du bien, etc. Un clin d'œil et claque, vraiment, peut-être pas un clin d'œil, mais un clin d'œil c'est mort. Et à la fin, il y a vraiment une grosse dispute. Et on se dit là, c'est bon, je vous mens pas. Il y a une grosse dispute. Elle refuse tous ses appels. Lui est désespéré parce qu'il a compris qu'il a encore une fois déconné. Il est désespéré, elle refuse tous ses appels. Il se voit un spectacle d'enfants de fin d'année, Noël. Il parle, genre ils échangent 2-3 lignes. C'est bon, c'est réglé. Non. Non. Et alors, ne me parlez même pas de l'épilogue. Ok, ne me parlez pas de l'épilogue. L'épilogue dans le premier est super chouette parce que c'est 1 an plus tard. D'ailleurs, ça fait pas sens parce que cette histoire est censée se passer 1 an après le premier. Et à cette période-là, ils sont tous dans un chalet en Savoie. L'épilogue du 1 correspond pas à comment elle a commencé le 2. Bref, l'épilogue du 1 c'est mignon, ils se disent oui. Déjà, Gloria a 2 ans. Non, elle a pas 2 ans. Elle a fait que quelques mois en décembre l'année d'avant. Elle peut pas avoir 2 ans, c'est pas grave. Pourquoi pas une petite guitariste, voilà, histoire de dire est-ce qu'on ferait pas un bébé, tu vois. Super mignon, super chouette. L'épilogue de celui-là c'est 1 an plus tard. Ok, retenez bien ça. Ils sont fiancés. Voilà. Et c'est sympa parce qu'en plus j'ai beaucoup aimé l'épilogue de celui-là parce que c'est un article de presse en fait, l'épilogue. Vous avez le dernier chapitre. Ah, je vais y arriver, attendez. Merde, mince, pardon. Que je vous dise pas de bêtises parce que ça se trouve je peux vous abuser. Ouais, c'est ça. Donc, et en fait, l'épilogue, on apprend ce qu'ils sont devenus comme ça. Et j'ai trouvé ça génial en fait, super original, incroyable. Donc 1 an plus tard, ils sont fiancés, ils ont réussi leur couple à distance parce qu'elle voulait rester en Savoie pour sa boutique, lui c'est une Starks, hein, bref. Donc ce livre-là, c'est 2 ans après le début de celui-là, donc 1 an après l'épilogue, ok. Les incohérences en âge, en temporalité sont
monstrueuse. Mais soit, allez, pourquoi pas. L'épilogue, c'est 1 an après la fin de cette histoire-là. Et pour un épilogue qui est censé clôturer une série de 3 livres, vous allez rester sur votre faim. Voilà. Et c'est plein de détails comme ça qui font que la série en elle-même est pas mauvaise du tout. Vraiment, le 2 rattrape largement le reste, selon moi. Elle est pas mauvaise du tout cette série. Elle est sympa, c'est léger, c'est pas prise de tête, y a pas de gros conflits en mode il a tué mon frère. Non, voilà. Mais la chimie entre certains de ces couples n'est pas là. La temporalité vous fera exploser le cerveau. Il y a des incohérences qui vous font franchement bouffer du nez. Les personnages sont un peu trop similaires. Si vous voulez, à chaque fois c'est la même histoire presque en fait. Lui tombe amoureux en 2 secondes d'elle. Il porte encore le deuil de Michael, machin, membre du groupe. Elle a une carrière installée. Suis-moi. Non, je te suis pas, mais je suis une star. Je m'en fous, j'ai ma carrière. Rupture. Le 2. J'ai adoré encore une fois. Hein, j'ai adoré. Mais c'est pareil, lui, Nicolas, deuil, Michael, machin, très dur, groupe. Elle, c'est la seule qui change parce que c'est une groupie en fait. Elle a passé une fan du groupe. Ça tombe amoureux. Notre relation peut pas marcher. Toi, tu veux rester en Savoie pour ta boutique, je comprends, mais moi, j'habite sur Paris, je suis tout le temps en tournée, ça va pas marcher, etc. Celui-là, c'est la photographe du groupe, je l'accorde. La relation est un peu différente parce que ça fait 6 ans en fait qu'ils sont oui, non, soit. Il comprend tout de suite que waouh, il est amoureux d'elle depuis 6 ans et qu'il a fait le con. Il essaie de se faire pardonner, ça pardonne. Elle a un contrat ailleurs, mais ça va pas marcher. C'est toi, tu vas à l'autre bout du monde pour faire des photos de groupe, pour suivre un groupe en tournée, et moi, je vais en tournée, ça va pas marcher, etc. Rupture, voilà. C'est la même dynamique. Il n'y a pas quelque chose de différent. J'ai vraiment cru avec ce livre-là, je me dis romance au travail, comment manager ça, etc. Non, il y a un moment pourtant qui aurait pu être exploité de ouf. C'est quand ils se remettent ensemble. Ils sont très privés, mais ils s'embrassent un moment sur un lieu public, chose que Maxime ne fait jamais et qui surprend Mathilde. Et ils sont photographiés, les photos sont sur internet. Il y a un paragraphe de 20 lignes où est abordé le fait que mince, les gens savent que je suis la photographe du groupe. J'ai pas envie qu'ils pensent que j'ai eu ma place en tant que photographe attitrée du groupe en ayant des relations avec l'un des membres. Ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, etc. Je me suis dit oui, c'est une bonne raison de douter, c'est une bonne raison de vouloir de vouloir prendre les choses, c'est bien, c'est logique d'une certaine façon sur les réseaux sociaux et tout. Il y avait vraiment un aspect super intéressant. Il lui dit 2 mots. Oh, il a raison, c'est pas si grave que ça. Mais non, tu tenais le bon bilan, pourquoi t'as pas exploité ça? Oh, le seul moment où ça a été bien exploité dans ce livre, ça concernait même pas les personnages. C'est Louise, donc notre chocolatière de Savoie, qui décide d'ouvrir une seconde boutique sur Paris. Et c'est mentionné dans ce livre que même si les gens savent qu'elle est en couple avec Nicolas, parce que bah, ça c'est sûr au bout d'un moment, cette boutique, elle a pas fait appel à Nicolas pour qu'elle ait du succès. Personne ne sait avant l'ouverture qu'elle ouvre une boutique là, ce sera pas dans les journaux, il n'y aura pas de post sur les réseaux sociaux. Ça a été bien exploité par un autre couple. C'est tellement dommage en fait, c'est tellement dommage. Enfin, encore une fois, c'est pas une mauvaise série, c'est sympa, c'est sur le thème de Noël. Par contre, vous allez dire que je suis chiante, c'est pas grave. Il n'y a que ce livre en fait, où le titre correspond bien au livre. D'embrasser sous la neige. Alors on a le concept de s'embrasser qui est là, puisque concours de baiser et tout. Sous la neige, le personnage principal déteste la neige, genre elle a horreur de la neige. Pourquoi? Et veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Il y a même des pulls. Grosse déception au niveau des pulls parce que en plus c'est super beau, vous voyez. À un moment il lui dit, lui qui n'aime pas du tout Noël, il lui dit si tu veux pour te prouver que je suis sincère dans ma démarche, je ferai même un concours de pulls moches. J'étais là.
sans son père et sa mère, etc. Et il adore les cornichons, genre vraiment il a une obsession pour les cornichons. Et il prend les 2 derniers bocaux en fait. Voilà. Sauf que Louise arrive, elle veut des cornichons. Il y en a plus. Et elle voit un caddie tout seul avec 2 bocaux. Et elle fait en fait pour en prendre un. Et il lui dit je peux t'aider, qu'est-ce que tu fous? Et il y a une mini dispute en mode est-ce que vous avez vraiment besoin de 2 bocaux cornichons? Je lui dis oui. Elle lui dit bah moi j'en ai besoin d'un. Enfin voilà, le deuxième a vraiment mon cœur. Mais attention à cette série parce que c'est noté nulle part et ça c'est naze. Il y a des scènes intimes détaillées, plus ou moins détaillées. Et je ne sais pas si c'est Hachette qui veut ça parce que il y en a un c'est par Hachette, lui c'est HarperCollins. Attends, ça se trouve c'est HarperCollins partout et je suis bête, ce serait probable. Non, Hachette. C'est noté nulle part. C'est quelque chose que je leur reproche parce que Hugo Boss, quand c'est une romance avec des scènes un peu où il y a de l'intimité, quand vous retenez le livre, vous avez 3 femmes de dessinées et selon combien de femmes sont coloriées à l'arrière, vous savez à quoi vous attendre. C'est de la romance, hein. Voilà, c'est pas non plus digne de site internet, vraiment, voilà. Mais c'est noté nulle part et quand vous cherchez sur Amazon, c'est noté nulle part non plus. Ils sont pas catégorisés en érotisme, ils sont catégorisés en comédie romantique, romance, etc. Attention, si vous êtes vraiment pas fan de ça, ce que je peux comprendre, ou si ça vous met mal à l'aise de lire des scènes intimes entre 2 personnages, faites attention parce que c'est écrit nulle part. Et c'est pas la première fois que je lis un livre d'Emily Blaine et je me rends compte que c'est écrit absolument nulle part et je me dis c'est dommage parce que c'est vendu comme un truc tout mignon, tout fluffy, etc. Mais que ce soit sur Amazon ou même dans la catégorie dans laquelle ils sont rangés, que ce soit la Fnac, Cultura, n'importe où, c'est écrit nulle part. Donc faites attention, si c'est pas le genre de contenu que vous appréciez lire, ne lisez pas. Maintenant si ça vous dérange pas, voilà, sachez qu'il y a des scènes intimes qui sont décrites dans ces livres-là. Écoutez, c'est tout, je pense. J'ai l'impression de parler super vite. Et en fait, j'adore tellement la lecture que j'ai l'impression d'avoir une conversation, un débat animé. Enfin bref. Si vous avez lu certains de ces livres, que ce soit Harry Potter, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont fait, mais aussi cette série d'Emily Blaine, c'est les Sharp End, c'est le nom du groupe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous partagez mon avis, si vous avez donné une note plus haute à cette série de Emily Blaine, pareil votre avis sur Harry Potter. On est vraiment sur 2 styles, 2 livres différents. Harry Potter d'un côté, romance de Noël de l'autre. Écoutez, c'est à l'image de ma playlist, je lis ce qui me donne envie sur le moment. Là en termes de livres, j'ai 2 livres en anglais. Dans ma bibliothèque j'essaie d'écluser en fait les livres en papier que j'ai